La première des choses, c'est que je voudrais absolument vous remercier pour votre présence, même en distanciel et même avec toutes ces difficultés. Je pense que votre présence est un signe de solidarité cinéphile. Alors évidemment, les conditions dans lesquelles se déroule le festival sont, je dirais, des conditions très difficiles, mais effectivement, une présence comme la vôtre en ce moment est très encourageante pour nous, et c'est un véritable plaisir. Je voudrais dire également que le sujet dont on va parler, effectivement, il est à la fois actuel et en même temps décalé par rapport à l'actualité qui est la nôtre. Il a justement le mérite d'être carrément, je dirais, et pour une large part, décalé par rapport à l'actualité. Et c'est véritablement, encore une fois, un plaisir que de parler de choses, oui, tout à fait peut-être inutiles. Le rapport entre la peinture et le cinéma, ce n'est pas tout à fait actuel, mais c'est nécessaire, je pense. Monsieur Pons, hay que activar la interprétation para la traduction. Bon, je disais donc finalement que le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'un intérêt certain parce qu'il est justement décalé. Et je crois que pour le cadrer très rapidement, je dirais que la difficulté, la richesse et les tensions qui lient la peinture et le cinéma se trouvent justement dans la copule l'adjonction cinéma, peinture et cinéma, ou cinéma et peinture. Et cette conjonction, elle peut être traduite aussi par une forme de disjonction, ou par la synthèse des deux, n'est-ce pas? Il y a la possibilité je dirais, de conjuguer le « et » de différentes manières. Et pour en parler, nous avons justement avec nous trois donc, spécialistes, trois amis, hein. Monsieur Jean-Luc Banchéry, Juan Pablo Pons et Abdelali Mahzouzi. Alors, Mahzouz, pardon. Jean-Luc Banchéry, je le présente très rapidement, est professeur en études cinématographiques à l'Université Lyon 2, à son actif plusieurs ouvrages, dont peinture et cinéma, avec un sous-titre Passage, partage et présence. Un deuxième ouvrage, Le cinéma, dernier des arts. Il est l'auteur de plusieurs articles, dont deux qui méritent, je dirais, plus d'un détour de la part des cinéphiles. Le premier, L'ombre, condition des images, et le deuxième, Alfred Hitchcock, Prenez, ceci est mon corps. Les deux publiés, je le note, publiés dans la revue Trafic, dont l'un des fondateurs est Serge Danet, ami de la Fédération nationale des ciné-clubs du Maroc. Jean-Luc Banchéry est également le cofondateur de la revue Écran, je souligne Écran avec S. Avec nous également, donc, Juan Pablo Pons, qui est professeur de technologie éducative à l'Université de Séville. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres, je note, Caminos et Derivas para otra investigación educativa y social. Segundo libro, Los centros educativos ante el desafío de las tecnologías digitales. Et deux articles de Velázquez al hipertexto et un segundo artículo, El valor del cine. Avec nous, enfin, M. Abdelali Mahzouz, ami et collègue que j'avais rencontré dans le cadre
d'un colloque sur musique et cinéma. Il est professeur de l'enseignement supérieur à l'Université Hassan II de Casablanca. Il a à son actif 2 ouvrages, Falsafatu as-Soura bayna at-Tawasul wal-Fan, philosophie de l'image entre communication et art, et un 2e ouvrage, Falsafatu as-Cinema as-Soura as-Cinémaïa, philosophie du cinéma, l'image cinématographique. 2 articles publiés dans la revue des critiques de cinéma au Maroc, l'un sur Pasolini et le réalisme poétique, et le 2e sur l'espace au et du cinéma. Alors, avant de vous céder la parole, je voudrais, si vous permettez, glisser ou faire avancer une note, juste pour faire résonner un peu l'argumentaire de ce colloque. Je voudrais dire à propos de la copule justement et dans l'énoncé peinture et cinéma que la question est certainement de savoir, la question est de savoir finalement si c'est une conjonction, une addition ou une disjonction, une soustraction, ou bien également les 2 logiques. Il s'agit en fait de deux logiques grammaticales prises simultanément. Mais force est de souligner que l'un des choix ici les plus subtils est le parti pris de Marcel Proust qui va au fond dans le sens d'une critique du défilement, le défilement cinématographique, puisqu'il a parlé du chevauché, d'une chevauchée, le cinéma comme une chevauchée, une sorte de défilé cinématographique des choses. Le contraire, ajoutait-il, toujours Marcel Proust, de ce que nous avons perçu. Donc finalement, notre perception serait en contradiction avec cette chevauchée. Raymond Bellour parle à ce propos du désir proustien de voir s'ouvrir une voie pour animer la fixité terrible de la photo. On devrait ajouter, et de la peinture, bien sûr. Et le même Raymond Bellour ajoute, il s'agit de penser en même temps comment ralentir le mouvement de l'image cinématographique. Donc Proust, je crois qu'il dessine un horizon qui est toujours d'actualité, à savoir l'idée de ralentir le mouvement du cinéma et de faire bouger la photographie. Ça, c'est le véritable défi qui est, en quelque sorte, celui des auteurs finalement d'aujourd'hui. Un tel parti pris, qui consiste à ralentir la chevauchée et accélérer la fixité, est contraire à bon nombre de films arabes dans lesquels, comme le souligne Abdelkibir Khatibi, la chaise est une présence sans effet sur le déroulement et les mutations que peut connaître le récit. Je le cite. Telle chaise n'est point un élément dramatique. Elle n'est pas un point rythmique du film. Cette chaise ne joue pas son rôle. Elle est posée là d'une manière conventionnelle, surfaite, sans aucun lien solide avec la logique du récit. La chaise serait donc objet, je continue, la chaise serait donc objet dans lequel l'idée de durée ou de temps cède devant celle de décor, d'espace arrêté, de simple contenant. En d'autres termes, l'objet reste motif scénaristique, un déjà vu et un déjà écrit, ne jouissant d'aucune autonomie visuelle, tactile et sonore, pouvant lui permettre d'agir pour son propre compte. C'est un objet, mais aussi un corps, un paysage et un lieu qui sont hors temps, c'est-à-dire sans ombre, pour reprendre le terme de l'historienne tunisienne Hila Wardi, qui parle des récits hagiographiques ou de la gloriole des grands hommes, toujours ou presque
à l'abri du temps. Sans ombre, c'est-à-dire qu'ils sont au fond à l'abri du temps. Or, le cinéma, dit Jean-Luc Godard, n'est pas à l'abri du temps. Il est abri du temps. Assia Djebbar, écrivaine et cinéaste algérienne, parle des voix des femmes, longtemps tues comme des dépôts du temps. Des voix comme des dépôts du temps. Le dogme, je termine, le dogme notamment aniconique à dominante hagiographique se plaît, lui, à accélérer le temps, pressant le pas soit vers une origine première, soit vers une fin ultime, de sorte que la matière-temps, en tant que lumière et ombre, s'éclipse d'elle-même. Voilà, c'était un peu le mot pour peut-être réactiver un petit peu l'argumentaire de notre colloque. Et là, je cède la parole finalement à Jean-Luc Vanchéry, qui va nous parler, je le rappelle, d'un très beau film de Bruno Dumont, L'Humanité. À vous la parole, monsieur Vanchéry. Voilà. Bien, écoutez, c'est à mon tour de vous remercier pour cette invitation, cette proposition à vous rejoindre sur un colloque et sur un thème qui nous tient cher, puisque bien évidemment, le cinéma trouve son inspiration dans ce rapport très singulier à la peinture. Qui proposait de vous présenter ce soir concerne un travail en cours que je suis en train de terminer sur particulièrement à la mystique. Donc jusqu'à présent, vous m'entendez correctement, hein? Parfait. Voilà, donc, alors, si je m'intéresse à la peinture de Bruno Dumont, on pourrait, à première vue, être tenté de ne pas tenir pour essentiel la présence de la peinture dans l'œuvre de Bruno Dumont. Alors, en effet, son goût pour les primitifs flamands est connu. On en trouve la trace dans ses allusions à Rogier van der Weyden, le peintre du retable de Miraflore, qui vient nommer le commandant de gendarmerie du Petit Quinquin de la série qui a été produite par Arte. Et lorsqu'il choisit une abbaye pour son film Adewish, qu'il tourne en 2009, en modernisant la vie de la béguine et de la poétesse Brabançonne, c'est à l'abbaye de Monca qu'il choisit pour retenir les grands tableaux flamands que vous voyez au fond sur le réfectoire, tableaux qui sont du XVIIe siècle, tous anonymes, sauf la déposition qui est signée Jean Cossier, un peintre de la collaborateur de Rubens. Alors, on sait parallèlement que on pourrait citer Pharaon de Winter, dont l'œuvre est proposée dans l'Humanité. Vous avez ici la visite au musée du personnage dans l'Humanité. On pourrait aussi évoquer les paysages de Hors-Satan qui sont plus ou moins empruntés à Jacob van Ruysdael. Mais bon, malgré ces références, force est de constater que son usage de la peinture est en définitive relativement discret, en tout cas très éloigné de l'obsession spectaculaire de Jean-Luc Godard. Pensons au grand tableau vivant de Passion, ou éloigné des expérimentations modernistes d'Antonioni. Pensons à son premier film en couleur, Désert rouge. Mais si la peinture se voit moins, il me semble qu'elle n'en est pas moins, pour autant absolument essentielle à son esthétique, qui trouve certes une inspiration, mais surtout, ce que je vais essayer de vous démontrer, une véritable politique de l'art. Je voudrais donc, pour nous y introduire, m'intéresser à ces deux premiers longs métrages, La vie de Jésus et L'Humanité. Alors on le sait, donc là je vous montre les dernières. La vie de Jésus donc, est marquée par une petite reproduction que vous voyez dans le dos des deux personnages et qui est une résurrection de Lazare, une résurrection peinte dans la chapelle Scrovegni à Padoue par le peintre florentin Giotto di Bondone vers 1305.
Alors, on la découvre sur une chambre d'hôpital alors que Freddy et ses amis viennent de rendre visite à Clo-Clo, un autre personnage du film, qui est en train de mourir sur son lit d'hôpital. La résurrection de Lazare n'annonce pourtant pas le retour à la vie de Clo-Clo, il mourra, mais tout autrement, on va le voir, la renaissance spirituelle du personnage Freddy. Or, en refusant d'abandonner son personnage, ici, Freddy, à la fatalité de sa tragédie sociale, Dumont, qui a pourtant toujours affirmé vivre sans Dieu, choisit d'en repasser par l'évangile de Saint Jean, qui relate en effet la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas et qui constitue tout à la fois un modèle de résurrection spirituelle en même temps que cette résurrection spirituelle annonce les écrits de Saint Paul sur la résurrection. Alors, je rappelle en quelques mots la situation qui nous intéresse de l'intrigue de ce premier long métrage de Bruno Dumont. On a donc un personnage, Freddy, qui est amoureux de Marie, mais qui est jaloux de notre personnage, Kader, un immigré qui vit à Bailleul et qui a séduit Marie. Jaloux, Freddy finira par tuer Kader avant d'être arrêté par la police. Il s'échappe malgré tout du commissariat, fuit sur son cyclomoteur et sur une petite route non loin de Bailleul, la petite ville dans laquelle vivent les personnages, le personnage fait une chute et atterrit dans un champ. Et c'est dans ce champ que Bruno Dumont va filmer la résurrection de Freddy. Là. Donc on a la résurrection de Giotto, que vous connaissez bien, qui est ici agrandie. Et cette résurrection, voilà. Ici, c'est le moment de la chute. Donc cette résurrection, qui est, je le disais tout à l'heure, qui sera d'abord une résurrection spirituelle, sera néanmoins filmée physiquement. J'entends par là que Bruno Dumont va filmer un Freddy qui est d'abord qui va se relever. Et en effet, c'est ressusciter, c'est littéralement le latin chrétien resuscitare, qui signifie ramener à la vie, lui-même issu du latin classique, qui signifie réveiller, tiré du verbe suscitare, qui signifie se lever, parlant d'une personne et action. Je le disais tout à l'heure, il faut faire un petit peu de théologie. En effet, ressusciter dans la théologie chrétienne n'est pas une simple affaire de corps et de retour à la vie, parce que ce qui revient ne revient qu'en image. La résurrection demeurerait incompréhensible si elle devait être réduite à une simple recharge corporelle. Sans la visée sotériologique de la rédemption, elle livrerait des corps ressuscités au luxe d'une médecine d'idéologien. Je reprends l'épître aux Corinthiens, en quelle manière les morts ressusciteront et quel sera le corps dans lequel ils reviendront. Saint Paul répond logiquement que c'est en image que les corps reviennent parce que c'est selon l'image qu'ils ont été créés. Et toujours dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 49, on lit « Comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, nous portons aussi l'image de l'homme céleste. » Donc, passer d'une image à une autre, pour saint Paul, pour les actes des apôtres en tout cas, c'est une résurrection. Voilà ce qu'il faut entendre par résurrection, non pas le retour d'un corps ramené à la vie, mais sa gloire en image, délivrée de la corruption, qui le rend désormais incorruptible. Et donc, en bon théologien, Bruno Dumont va filmer la résurrection de Freddy en respectant non pas la lettre, mais l'esprit de la résurrection et en donnant un privilège à l'image
qui, voilà, ici c'est le moment où le personnage se redresse après que des nuages soient passés de l'ombre à la lumière. Et en effet, Freddy n'est pas mort lorsqu'on le retrouve après s'être enfui du commissariat. Quelques plans qui font passer des nuages sur le corps de Freddy à un retour de la lumière se confirme le principe d'une résurrection. Et si je reprends le chapitre 9 des Actes des Apôtres, qui décrit la résurrection de Saint Paul, je lis au fond le scénario de Bruno Dumont. Je vous lis ici l'Acte des Apôtres. Comme il était en route de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa soudain de sa clarté et il tomba par terre. Une voix qui lui disait « Paul, Paul, pourquoi me persécuter ?» Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Et en effet, la route de Bailleul est pour le personnage de Freddy son véritable chemin de Damas. Tout y est. La chute du cyclomoteur remplace la chute à cheval de Paul. La lumière qui vient du ciel et qui l'aveugle est ici reproduite. Et bien évidemment, le rappel de la persécution, Freddy a persécuté et tué Kader, comme Paul a persécuté et tué les chrétiens de Syrie. Résumons-nous, la résurrection que nous avons vue tout à l'heure, celle de Lazare, peinte par Giotto, était là pour nous préparer à la résurrection d'un personnage, Freddy, qui, comme saint Paul, ressuscite spirituellement. Donc, au lieu de filmer une résurrection physique, comme le faisait Karl Dreyer dans Ordette ou Carlos Regadas dans Lumière silencieuse, dans ces deux films, les deux fans reviennent littéralement à la vie après une mort physique. Dumont, lui, filme une résurrection morale qui permet à un personnage de s'ouvrir à une vie morale à laquelle, au fond, il était fermé. Et c'est le moment où le crime de Kader lui apparaît dans toute son horreur. Donc, Dumont, me semble-t-il, est tout à la fois fidèle à Giotto, aux Actes des Apôtres rédigés par saint Luc, et à la théologie chrétienne qui, dès Origène et dès de la résurrection, dans l'œuvre de Bruno Dumont. Le deuxième exemple que j'aimerais vous proposer, je vais le prendre cette fois dans l'œuvre de Bruno Dumont, L'Humanité, qui est évidemment beaucoup plus explicite dans ses rapports à la peinture. Alors, on sait qu'il y a trois œuvres, elles ont été décrites, qui sont largement présentes dans l'Humanité. La première de ces œuvres, c'est l'installation de Marcel Duchamp, étant donné premièrement la chute d'eau, deuxièmement l'éclairage au gaz, installation qui lui sert à composer les plans d'ouverture sur le cadavre de la jeune fille. Alors vous savez que c'est une installation qui est faite en deux pièces. Vous avez d'abord la porte que je vous montre ici sur la diapositive, et derrière la porte, vous avez le diorama avec un cadavre dont je vous épargnerai les détails. La deuxième œuvre qui est utilisée par Bruno Dumont, c'est L'origine du monde de Courbet, que je ne vous présente pas, vous la connaissez. En revanche, ce que je peux montrer, c'est, parce que vous le savez, que l'œuvre était en fait enchâssée dans un autre tableau qui l'a dissimulé, et Gustave Courbet avait peint le chimère, puisqu'il s'agissait d'un nu féminin assez scandaleux à l'époque, et qu'il est probablement encore aujourd'hui. Donc je vous épargnerai la vue de ce tableau aussi. En revanche, je peux m'arrêter sur le troisième tableau, qui est un tableau de Rembrandt, La baigneuse,
que Bruno Dumont va reprendre. Alors, au fond, il va le reprendre d'une manière assez simple. Si je retrouve... Donc, je remets dans le contexte. Le moment que je vous présente, nous avons trois personnages qui se rendent à la mer, Joseph, Pharaon et Domino. Joseph, Pharaon reste sur le bord et Domino s'avance dans l'eau et remonte sur ses cuisses sa robe, comme le faisait le personnage de Rembrandt. En d'autres termes, le personnage Domino imite le personnage qui se pose. Et celle-ci, une fois repérée la ressemblance figurative entre la baigneuse de Rembrandt et la baigneuse de Bruno Dumont, au fond, on peut s'interroger sur la nécessité de cette reprise figurative. Alors, au fond, on dira au plus simple que eh bien, la baigneuse de Rembrandt est venue rendre hommage au personnage Domino, rendre finalement à un personnage la dignité d'une femme peinte que son milieu social lui refuse. Alors, pour comprendre ce que cache cette dignité, il faut partir d'un souvenir, à savoir que c'est au fond le même modèle qui va permettre à Rembrandt de peindre donc la baigneuse que je vous ai montrée. Voilà, ici, je suis désolé, elles ne sont pas forcément très bien classées et je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc le même modèle va permettre à Rembrandt de peindre la baigneuse et Bethsabée. Ici, c'est la Bethsabée au bain. En d'autres termes, il se sert de la même personne pour peindre une femme de chambre de l'Ancien Testament. Et cette femme qui lui sert de modèle, eh bien, vous le savez, c'est Hendrik Stoffels, qui fut tout à la fois la servante, la compagne et bien évidemment le modèle de Rembrandt. Or, lorsque Bethsabée, qui fut l'épouse du roi David et la mère de Salomon, lequel fut à son tour prophète, roi d'Israël et fondateur des rois de la lignée de Juda, lorsque Bethsabée donc a pour modèle une simple femme servie, alors il faut comprendre que Rembrandt ne fait plus de différence entre une reine et une femme du peuple. À ce moment-là, le geste de peindre de Rembrandt égalise la femme du peuple et la reine. Les deux ont droit à la même dignité de l'art. Rembrandt fait donc d'une égalité esthétique, une baigneuse et une Bethsabée ont une même dignité, du point de vue de l'art en tout cas. Il fait donc d'une égalité esthétique une égalité démocratique, à savoir une domestique, puisqu'elle est sa servante, une domestique devient l'égale d'une reine. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on retrouve là une idée qui a été avancée par Flaubert à propos de Madame Bovary, qui défendait le principe esthétique qui allait définir la modernité artistique du 19e et du 20e siècle. Cette idée a été très largement développée par Jacques Rancière. Au fond, je résume la thèse, l'art change, nous dit Flaubert, lorsque Yvetot, une petite ville normande qui sert de cadre à l'histoire de Madame Bovary, lorsque Yvetot, donc, égale Constantinople, qui fut devenir la capitale de l'Empire ottoman. Et en effet, le parti pris esthétique qui consistait à égaliser Yvetot et Constantinople n'a pas échappé à ses contemporains. On doit à Armand de Pont-Martin, qui a été romancier et critique littéraire et qui surtout était farouchement opposé au réalisme en art, de lui avoir reproché, à Flaubert donc, d'avoir introduit la démocratie dans le roman et il mettait en garde les lecteurs de Madame Bovary. L'école, je cite pour Martin, l'école dont Madame Bovary
nous semble-t-il, donne le dernier mot, a fait un pas de plus. Elle peint la campagne, c'est les fumiers. Elle la décrit sans amour, sans préférence, uniquement parce que les objets matériels sont là, que l'appareil photographique est dressé et qu'il faut tout reproduire. Dans ce système, tous les personnages sont égaux. Encore, égalité esthétique qui vaut pour égalité démocratique, d'où le reproche d'introduire la démocratie dans la littérature. Dans ce système, tous les personnages sont égaux, si toutefois les plus laids ne sont pas les meilleurs. Fin de citation. En d'autres termes, l'égalité est à son comble lorsqu'on ne sait plus distinguer le beau du laid, le noble de l'ignoble, le digne de l'indigne. Avec Flaubert, c'est donc l'esprit démocratique qui est passé dans l'art, abandonné au nouveau gouvernement matérialiste des êtres et des choses, qui professe en matière d'esthétique une égalité des sujets littéraires, comme on le dit, de l'égalité juridique des sujets politiques. Juste d'une étonnante lucidité et foncièrement conservatrice, il était opposé à cette égalité dans l'art et à cette égalité politique. Donc, l'analyse est tout à fait saisissante d'un tournant et d'une vérité qui s'écrit contre des résistances très fortes à l'époque. Et le paradoxe qui a été évidemment très largement souligné, c'est que Flaubert, qui par conviction politique haïssait la démocratie, a un démocratie esthétique que retrouve Bruno Dumont en reprenant la baigneuse de Rembrandt. En effet, on imagine aisément que d'aucuns pourraient se dire choqués de voir Rembrandt utilisé de la sorte. Et ils pourraient, au fond, sans doute, parler de profanation artistique. N'est-ce pas, en effet, l'art de Rembrandt que l'on outrage une de Sauveur? À cela, me semble-t-il, on peut répondre par deux arguments. Le premier, c'est que profaner ne doit plus s'entendre depuis la religion qui veille sur les choses sacrées et interdit leur commerce, sacralisé par l'art, c'est-à-dire exposé du musée. Tout à la fois, on peut en effet venir contempler le tableau, on peut venir lui rendre hommage en le visitant, mais il ne serait pas possible de s'en servir. Or, en reprenant le tableau de Rembrandt, Dumont n'entend pas offenser la peinture du peintre d'Amsterdam, il n'entend pas non plus outrager les valeurs de l'art, il s'agit tout autrement de rappeler le philosophe allemand Hegel appelé la joie prise au profane, ce qu'il appelait encore la prose du monde. Comme Rembrandt, Dumont filme ce que Hegel appelait le dimanche de la vie qui rend tout semblable et écarte toute médiocrité, qui rend tout semblable, c'est-à-dire qui pose un principe d'égalité. Et là encore, principe d'égalité démocratique, démocratie dans l'art, bien évidemment d'abord pour Rembrandt. Dumont rend donc à Rembrandt à nouveau disponible. Il lui donne dans les habits modernes d'un personnage une nouvelle vie, mais qui respecte très précisément le que profané, désacralisé, exercice démocratique qui permet à la peinture de Rembrandt de poursuivre son travail de démocratisation de l'art. De Rembrandt à Dumont, en passant par Flaubert, c'est au fond démocratique à laquelle le peuple est mêlé, y confine, et à chaque fois, qu'il s'agisse de Rembrandt, de Courbet, de Flaubert ou de Dumont,
c'est en modifiant les peuples que l'art change de visage et d'histoire. Voilà, je vous remercie. Merci. Parole à Monsieur Ponce. Je voudrais, Monsieur Vanchéry, vous poser une question, justement à propos de ce paradoxe, celui de la démocratisation. Le cinéma est une forme de démocratisation, n'est-ce pas? Ce qui est quand même frappant, c'est que ces films, à travers ces références théologiques, à travers quand même un élément des mortels, si je puis dire, en fait. Comment cette ambition, finalement, qui consiste à ces multiples références et vouloir en même temps être justement dans cet esprit démocratique? C'est une excellente question qui est, bien évidemment, je suis très heureux que vous me posiez cette question parce qu'elle est vraiment au cœur de nos réflexions. On peut rappeler en effet que la naissance du cinéma dès Méliès, je pense surtout à Méliès plus qu'à Lumière, même si on a déjà établi le lien entre l'impressionnisme et les vues Lumière, mais au fond, Méliès qui s'adresse à un public très populaire, qui découvre le cinéma au fond vient à peine d'être inventé, il tourne ses premiers films et dès qu'il a besoin au fond de composer ces scénettes comiques, burlesques, ces tours de prestidigitation, ces trucages qui reprennent sa pratique spectaculaire du théâtre de Robert Houdin, Méliès va puiser dans l'iconographie religieuse. C'est-à-dire que lui aussi, finalement, va s'inspirer. Alors, c'est en effet une iconographie qui est finalement déjà populaire, c'est-à-dire déjà démocratique. C'est ce qu'on appelle l'iconographie sulpicienne, ces images qui sont déjà très largement diffusées sous forme de cartes postales, que le petit peuple achète et qui nous montrent ici, il s'intéresse naturellement vers la peinture qu'il se tourne, parce qu'il a besoin de modèles iconographiques. En d'autres termes, si vous voulez, et le public à l'époque pouvait au fond ne pas voir, encore que, me semble-t-il, il connaissait assez bien les images que lui donne Méliès, précisément parce qu'elles circulaient déjà sous la forme de cartes postales, mais quand bien même aurait manqué la référence Jeanne d'Arc, resterait intacte. En d'autres termes, il me semble que comme pour toutes les œuvres, et surtout les grandes œuvres, elles peuvent se lire à plusieurs niveaux. Et lorsqu'elles sont bien faites, l'absence finalement des références les plus érudites, l'absence de cette culture savante ne doit pas gêner au plaisir que l'on prend à l'histoire et aux personnages. Et il me semble que c'est en effet un équilibre très difficile à trouver. Méliès en est sorti. Et il me semble finalement qu'on peut tout à fait lire les films et voir les films de Bruno Dumont sans ces références et sans les travailler de manière aussi poussée. Merci encore une fois. Et peut-être qu'on pourrait revenir avec le public, avec les questions du public sur certaines choses. Alors, bien sûr. Monsieur Ponce, s'il vous plaît, c'est l'heure de prendre la parole. Entiendo que se oye bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Se me escucha bien? Vale, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Bonjour à les participants d'être ici avec vous. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous pour parler du cinéma, de la peinture. Je vais parler d'une série d'idées concernant ce Lumière. Et j'ai quelques références espagnoles à ce sujet. C'est ce que je veux souligner durant mon intervention. En tout cas, je tiens à vous dire que la peinture est avant de la peinture, et là j'aimerais rebondir sur le passé. J'aimerais bien revenir un peu en arrière pour me situer dans le contexte du portrait baroque en Espagne du XVIIe siècle. La peinture à l'époque, la peinture baroque, je pense notamment au peintre Diego Velázquez, un artiste à la technique prodigieuse. Sa conception picturale
déjà dans sa maturité, dans son avancée vers le naturel, parvient à refléter la psychologie et les circonstances des personnages dépeints. Cela représente un changement qualitatif dans le concept actuel de l'interactivité, ont été avancés par Velázquez dans ses portraits. Et à son tour, il a apporté des contributions fondamentales à la compréhension de la peinture en tant que récit et traitement de l'espace du temps. Quand on parle d'une peinture de ce genre, on parle ici de la relation entre le temps et la peinture. J'aimerais bien parler ici du tableau Las Meninas de Diego Velázquez. J'aurais bien aimé l'analyser, mais malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. En réponse à l'une des questions que notre modérateur nous a posées, plus précisément sa question à quel niveau apparaissent les apports mutuels entre les deux arts, la peinture et le cinéma, je vais maintenant répondre à cette question. D'analyse serait peut-être la composition d'un plan cinématographique peut être conçu et organisé de la même manière qu'une œuvre picturale. Et si la manière d'encadrer suit les mêmes règles que la peinture, puisqu'il s'agit dans les deux cas d'une représentation en deux dimensions. À l'époque, Lumière était, selon la majorité, le dernier peintre impressionniste. À cette époque, à la fin du 19e siècle, la peinture au cinéma apparaît comme une référence esthétique. Et les films bibliques réalisés au cours des premières années d'expérience du cinématographe servent d'exemple. Entre le cinéma et la peinture posée à d'autres niveaux, fondée sur l'imitation des formes picturales, prend irruption à partir des années 30 du XXe siècle, lorsque le cinéma commence à s'affranchir des formes élémentaires de la narration comme le système des genres, les genres classiques, notamment déjà sous la mise en scène théâtrale. Le réalisateur espagnol Víctor Erice avoue avoir découvert la réalité de la relation entre la peinture et le cinéma avec Robert Bresson, un artiste ayant déjà une expérience de peintre et grand amateur de théâtre. Et Bresson est devenu cinéaste pour surpasser la peinture d'une certaine manière. Il n'y a aucun de ces films dans lequel on peut voir l'imagerie d'un plan. Il ne parle pas d'acteurs, mais de modèles. Il n'y a pas de belles images, mais des images nécessaires. C'est là que la modernité émerge dans ce moyen d'expression. J'ai dit que j'allais citer quelques références espagnoles. Et je vais mentionner deux réalisateurs espagnols connus qui se sont intéressés à la relation entre le cinéma et la peinture. Dans son film El Sol del Membrillo, 1991, Víctor Erice propose précisément une analyse sur ce qui lie le cinéma et la peinture. Dans ce film, il montre le processus de création d'un tableau du peintre Antonio López. Ce film documentaire parle de la peinture au cinéma et du passage du temps. Pendant des siècles, des peintres ont essayé de donner du mouvement à la peinture. L'incorporation du temps est l'une des réalisations fondamentales des peintres modernes. Dans le cas du film surmentionné, la thèse selon laquelle peindre la lumière équivaut à peindre le temps est soutenue.
c'est du moins l'intention des deux artistes, Antonio López et le cinéaste Víctor Erice. Des preuves significatives je vais maintenant vous parler du réalisateur. Il a tourné de grands films en Espagne. Quand il a développé un apport, ce cinéaste, sur la peinture du XXe siècle. Il a aidé dans son empressement à refléter le mouvement. Pour Moreau, il y a trois caractéristiques du cinéma transférées à la peinture: la manipulation artificielle de la lumière, le cadrage et la possibilité de refléter. Et la possibilité de refléter ce cinéaste a sa propre grammaire à relancer, à ne s'exprimer qu'en plans fixes et généraux. Il a appris à décomposer l'action en images partielles. La caméra fragmente la réalité supposée, la dissèque. Cela l'amène à un moderne. Personne ne peut nier que le 7e art a contribué à recadrer la peinture moderne. Pour le cinéaste aragonais, le cinéma, en plus d'enrichir de nouvelles perspectives et proportions, ainsi que de nouveaux critères lumineux, a reproché un peu plus la peinture du mouvement, son éternelle aspiration. En ce qui concerne l'utilisation artificielle de la lumière, Borau explique que de nombreux artistes baroques et antiques scénographies lumineuses, comme Rembrandt, Turner ou Caravaggio. L'un des artistes qui a le mieux reflété le poids du cinéma dans la peinture est, selon Borau, Francis Bacon, un admirateur d'Einstein et de Buñuel, qui a utilisé sur la toile le plan contre-champ typique représentant du désir de la peinture de capturer le mouvement qui se produit au cinéma, et le mouvement futuriste représenté par les dont le travail s'inspire de l'art cinématographique et dont l'œuvre est en même temps très présente dans le cinéma. D'une part, on trouve dans les peintures de Bacon un grand nombre d'éléments liés au cinéma. Motifs iconographiques, modèles de composition, de narration. D'autre part, son œuvre a servi d'inspiration à de nombreux cinéastes. Francis Bacon est l'un des peintres contemporains les plus présents au cinéma. Plusieurs réalisateurs, parmi lesquels Bernardo Bertolucci, Peter Greenaway, Derek Jarman, David Lynch, le mentionnent comme leur artiste préféré. À vous l'influence que ces peintures ont eu sur l'aspect visuel de leur film. Dans le travail de ces cinéastes, on peut trouver des allusions plus ou moins directes aux peintures de Bacon. Le cas le plus connu est sans doute celui du dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci,
en 1971 à Paris, en même temps que le tournage du film Grande Exposition des œuvres de Bacon est organisé au Grand Palais. Bertolucci est allé le visiter accompagné de Marlon Brando et de Vittorio Storaro. Il a senti dans les peintures Bacon celle qu'il voulait transmettre dans son film. Como Manet o Gauguin. Con esto lo que quiero es reivindicar aquí el papel de los directores de fotografía, porque realmente son una pieza clave en esta relación que estamos abordando en este coloquio entre cine y pintura. A modo de ejemplo, pues quiero ver de fotografía de Francis Ford Coppola y de Woody Allen también últimamente, a Christopher Doyle, que es el director de fotografía de las mejores películas de Wong Kar-wai, o Giuseppe Rotunno, que es director de fotografía vinculado a muchas películas de Federico Fellini. Quisiera también mencionar o traer a este coloquio la idea de lo que ha supuesto ya en nuestra días, en nuestro tiempo, la incorporación de la imagen digital, que ha llegado a tener que, han, digamos, tenido un tratamiento de vulgarización sobre la realidad. De hecho, los pintores sintieron lo mismo con el nacimiento de la fotografía y del cinematógrafo. Cuando surge la fotografía y el ente queda falta de sentido, porque ha habido una invención técnica que retransmite la imagen con una fidelidad extraordinaria. De las formas pictóricas, vinculado Edward Hopper se le conoce como el pintor del espacio, de la luz y de la soledad. Tiene una pintura muy característica, es un pintor estadounidense y pues en toda su obra ha desarrollado motivos urbanos, en moteles, en bares, trenes, ámbitos rurales, en los que puede intuirse la melancolía, la soledad, que caracteriza, según Hopper, al individuo urbano tan característico en la cultura norteamericana del siglo XX. La importancia de Hopper no radica en su rompimiento con las normas estéticas o la búsqueda de nuevas técnicas pictóricas, sino que él puso de manifiesto que las imágenes que creamos parten inequívocamente de la realidad de las cosas que nos rodean. Y sin embargo, son expresión de un mundo personal e íntimo. Por eso su aportación es tan importante para los creadores de imágenes. La psicología de los personajes, lo que sienten, su obra Halcones de la Noche, obra que pintó en 1942, Cafetín, personajes solitarios, personajes con problemas, personajes en definitiva desasosegados. Los temas abordados por Hopper son claramente americanos, norteamericanos. Es la plasmación de una América, de una Norteamérica de una determinada época. Pero a la vez se les puede caracterizar en cierta medida con un cierto carácter intemporal, porque realmente, insisto en la idea, él lo que trata de reflejar es la psicología, la situación anímica de esos personajes. José Luis Borau, autor, director de cine que he citado antes, en referencia a Hopper,
dice que la representación de la realidad viene caracterizada porque queda representada en sus elementos esenciales, prescindiendo de todo lo superficial, traspasando el localismo o la realidad concreta, convierte las pinturas de Hopper en mensajes universales. Un camino que comenzó con Velázquez, como cité al principio, hace muchos siglos antes, y que partiendo de una realidad cotidiana, crea una abstracción de esa realidad fundamentalmente a través de la luz, la forma y el color. El cine, y voy terminando, una historia anecdótica en un mensaje universal, entendible por muchos. En ese sentido, la pintura narrativa de diferentes autores, como los que he citado en mi intervención, nos vale como ejemplo, desde luego, el propio Hopper, son muy característicos, porque partiendo de hechos cotidianos se trasciende la mera anécdota y desde esa visión, esa perspectiva, ha sido tomada por muchos cineastas. La relación de Hopper con películas, con cineastas, la podemos identificar desde Alfred Hitchcock, un director clásico, actual, e identificar conceptos visuales, soluciones referidas a la iluminación y el encuadre o atmósferas psicológicas que han sido plasmadas o sugeridas por Edward Hopper. Podemos citar películas, en el caso de Hitchcock, como La ventana indiscreta, Vértigo o Psicosis, La noche del cazador, de Charles Lawton, una película rara, extraña, única, Matar a un ruiseñor, Verano del 42, estas dos de Robert Mulligan, Malas tierras y Días del cielo, de Terrence Malick, Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese, etc. Son directores norteamericanos que han sido influidos de manera muy bien. Cabe señalar cineastas europeos como el alemán Wim Wenders, en el que con películas como El amigo americano, París, Texas o El final de la violencia también hay conceptos visuales que están tomados de Hopper. Sobre la relación peculiar entre Hopper y Nueva York, el escritor Antonio Muñoz Molina, y ya termino mi intervención, que es un novelista muy reconocido en España, ha señalado que para una mirada europea, Edward Hopper, y cito literalmente, neutros o abstractos, de extrañas habitaciones con muebles rudos y grandes, y ventanas enormes que dan a edificios de ventanas idénticas o a paisajes despoblados. Figuras detenidas en gestos ensimismadas, en tareas que parecen poseer una significación muy profunda para esos personajes, pero también inaccesibles. Parecen fotogramas aislados de películas cuyo argumento nos es desconocido. Espero que estas consideraciones les hayan resultado de interés. Agradezco de nuevo la invitación por participar en este coloquio. Muchas gracias por su atención y también agradezco la labor del traductor. Muchas gracias. Ça ne fait pas signe, il n'y a que des questions de lumière, justement, ou d'ombre, ou de vide. Vous parlez d'Edward Hopper comme de ces toiles comme des photogrammes exilés. J'ai adoré ça. Justement, l'idée de l'exil, c'est l'idée de l'informel, en quelque sorte, de ce qui est insaisissable, de ce qui est encore, je dirais, non cadrable. Et ce n'est pas encore cadré, effectivement. Être exilé, c'est résister au cadrage. Alors, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, au bon sens du terme. C'est l'idée d'une pédagogie qui porterait
justement sur ces restes de l'écriture, nous détailler un petit peu cette idée en fait, l'idée de cette pédagogie, de cette proposition pédagogique nouvelle. Entiendo que me formula la pregunta a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, creo que es una cuestión muy interesante la que plantea el profesor Abel Krimchiger. Y efectivamente, sobre el tema del coloquio, a mí me parece que la luz es una cuestión clave. Plantea el profesor la cuestión de una pedagogía en relación a este aspecto. A mí me parece que la clave, seguramente habrá más, pero a mí me parece que la clave es aprender, puesto que hablamos de pedagogía, aprender a interpretar el significado de esa luz. Aprender el significado de esa luz. Esa luz, evidentemente, en función de en qué contexto se utilice, es decir, allí vamos a hacer referencia ya a otros componentes del cuadro, si hablamos de cuadros, u otros componentes de la película, si hablamos de una película. Pero lo que me parece importante es que debemos de aprender a interpretar ese significado que la luz nos propone. Que, como digo, es un significado que hay que contextualizarlo en función de la historia. También he mencionado que los grandes artistas suelen partir de una anécdota, de una historia pequeña, pero que, dada la potencia de su narración, esa pequeña historia se convierte en una historia universal que entiende cualquier persona de cualquier país. Y hablamos de cómo las grandes obras de arte en pintura o las grandes obras de cine pues se entienden y se comprenden en todos los países. Pero hablar de pedagogía, como ha hecho el profesor, me parece una cuestión muy importante que yo creo que hay que incorporar a este coloquio sobre cine y pintura. Merci, merci Monsieur Pons. On y reviendra certainement. Alors, c'est le moment de céder la parole à Monsieur Abdelali, mon ami qui va nous parler. Alors, je relève dans le synopsis, si l'on peut dire, de son intervention, l'idée que le cinéma et la peinture, finalement, sont en quête de sens, en réalité, sont en quête de... Il parle à ce propos d'une espèce de fusion, puisqu'il parle cinématographique en quelque sorte. Donc, il y a l'idée d'une proposition de fusion entre les deux. À vous la parole, monsieur Abdel. Merci, monsieur Chiger. Tout d'abord, je veux remercier toute l'équipe du Festival de cinéma méditerranéen, toute l'équipe qui est formidable, et je remercie aussi monsieur Chiger de sa comment dire, de sa gestion et de sa donc voilà, je vous propose mon intervention qui va avoir comme axe très important. Tout d'abord, il y a le rapport et problématique entre deux régimes d'image, c'est-à-dire le cinéma d'une part et la peinture d'autre part. Deuxième point, deuxième axe, c'est déjà a priori à sa propre plasticité. C'est-à-dire lorsqu'on parle de peinture, on parle en général des arts plastiques, c'est-à-dire la peinture, l'architecture, la sculpture et tout ce que cela
Donc voilà, je vais essayer de citer et je vais prendre comme exemple Antonioni, le metteur en scène très célèbre, le metteur en scène italien très célèbre, Antonioni. Et puis je vais revenir sur un voyage qu'a fait Kurosawa dans la peinture de Van Gogh. C'est un voyage pictural, cinématographique, bien sûr, dans l'univers de Van Gogh. Et finalement, avant de terminer, je vais illustrer ou je vais mettre en exergue comment le cinéma peut donner comment donner lieu au dévoilement de l'œuvre d'art ou de l'acte pictural, comme cela est le cas dans le film de Picasso et son mystère de Henri-Georges Clouzot. Et enfin, je vais mettre le point sur qu'est-ce que ça veut dire les courants artistiques dans le cinéma, parce que courants artistiques différents, quel en est le cas du cinéma. Est-ce que le cinéma, on peut parler de courant artistique? Et là, je vais prendre l'expression allemand, puis résumer en arabe, si vous le permettez, pour nos auditeurs, puisqu'on s'adresse au public marocain. Et voilà, je vais donner un bref résumé. النقطة الأولى التي سأتناولها في هذه المداخلة هي متعلقة بعلاقات وإشكاليات نظامين من الصورة، النظام السينمائي والنظام التشكيلي أو ما يسمى بلا بانتور. ثم سأتطرق إلى بعض الانتقالات والإبدالات أفرزه من تقاطعات ومن يعني أشياء مشتركة. ثم سأتطرق إلى ميكелانجيلو أنطونيوني. ثم النقطة الموالية وهي ما العلاقة بين تاريخ الفن عموما وتاريخ السينما على وجه التعميم، وهل في السينما يمكن أن نتكلم عن تيارات سينما انطباعية تعبيرية إلى آخره. وسأتوقف عند السينما التعبيرية الألمانية ما بين الحربين. إذن سأبدأ في شرح هذه الأمور. Quel rapport existe-t-il entre deux formes d'art tellement proches et pourtant tellement lointains? Quelles relations peuvent-ils entretenir, à savoir le cinéma et la peinture ou le cinéma et les arts plastiques? Tout d'abord, il faut dire qu'on est devant deux régimes d'art, l'un issu du progrès technique, à savoir l'image fabriquée techniquement, et l'autre un savoir-faire manuel où l'image est peinte à travers les couleurs, les matières et les formes. Il faut faire une autre distinction aussi. L'image cinématographique est dotée de mouvement et donc inscrite dans le temps et dans la durée, alors que le régime de l'image peinte ou plastique est dépourvu de mobilité et d'animation. Malgré ces différences, il peut être fructueux de constater qu'il peut y avoir des rencontres, des recoupements entre les deux régimes. Surgissement du cinéma dans le domaine de la peinture et des arts plastiques et jaillissement de la peinture dans le cinéma. On peut dire que les deux régimes participent à une coprésence, selon notre professeur qui est présent, Luc Van Schiel. Il y a des passages entre l'un et l'autre, de l'un à l'autre. Il y a des entrecoupements entre les arts plastiques et le cinéma. Il y a aussi l'histoire de Van Gogh de Minelli ou Van Gogh de Maurice Pialat ou celui d'Alain Rémy. Dans ces deux films, il y a une forme d'art embrassant l'autre.
c'est par l'image animée et filmique qu'on aborde d'une part la vie de l'artiste et de l'autre part son génie artistique. Le tableau, donc il y a une autre manière d'aborder la peinture par le cinéma, tout en gardant à chacune des deux formes d'art son champ exclusif, en passant subtilement de l'un à l'autre, comme c'est le cas de la tentative de Jean Lin dans son film Passion, ou par le biais des l'atmosphère du maître hollandais. Godard tente de représenter le tableau dans l'écran du cinéma, mélange de l'ombre et de lumière, plan, mouvement. Qu'est-ce qu'il fait au juste, Jean-Luc Godard? Il cherche l'à peu près profondément calculé de la vraisemblance. Dans le film Passion, Godard fait jouer le trompe-l'œil. Ce n'est pas l'exacte vérité, mais son contraire, fait attentivement. Le film et l'écran, il y a entre l'écran et le film, un dialogue entre le plan et le tableau. Cela montre bien qu'il existe une dimension plastique du cinéma. Je prends par exemple maintenant la ricotta de Pasolini, où le cinéma se fait tableau. Il s'agit d'un mouvement contraire. C'est là où le cinéma s'invite dans la peinture, où le plan s'invite au tableau pictural. Le film de Paolo Pasolini, intitulé La Ricotta, un peintre italien du XVe siècle, enseigne les représentants en plan tout en gardant de toute mobilité, de toute animation et en essayant de paraître en suspens. Pas une entre les deux régimes de l'image, picturale, cinématographique. Elle joue dans ce film avec un rapport de dérision entre des espaces totalement différents. C'est une représentation des saints et des crucifix par des gens ordinaires qui acceptent de faire leur performance en comparant au drame, c'est comico-tragique. Le saint est incarné par ce pauvre prolétaire qui n'est autre qu'un voleur de nourriture sur le plateau de tournage. Des acteurs qui, en arrivant au sommet de la croix, meurent asphyxiés accidentellement. Maintenant, je vais parler un petit peu de la plasticité propre au cinéma. Et je prends comme exemple Michelangelo Antonioni dans son film Désert rouge. Le choix des couleurs et les nuances infines entre elles, par même l'usage du blanc et du noir, est en lui-même. Dans son film Le Désert rouge, il a expérimenté une certaine plasticité de l'image cinématographique. D'après lui, au lieu entre les couleurs, au niveau de la composition, il a tenté de révéler la bidimensionnalité de l'espace par l'usage excessif afin de diminuer entre les gens les uns contre les autres. Il a dit à ce propos, je veux peindre la pellicule comme on peint une toile. C'est ce que Antonioni a dit à propos de son cinéma. Revenons maintenant au voyage qu'a fait Harry Kurosawa dans l'univers pictural de Van Gogh. Le film dans sa totalité est un voyage plastique dans l'univers du peintre. Et en même temps, il est une ode dédiée à cet univers. Il existe une oscillation dans le film entre le pictural et le naturel, entre le tableau et l'écran, en précédant de la similitude entre la vision et le cadre. L'usage du rêve, c'est dans le but de déambuler dans l'œuvre de Vincent Van Gogh et surtout dans la très célèbre toile du champ de blé au corbeau. Maintenant, que se passe-t-il
lorsque le cinéma essaie de dévoiler l'acte pictural Henri Georges Clouzot dans son film Picasso et son mystère. Il ne s'agit pas d'expliquer cet acte de création, mais de le dévoiler sur écran, en gardant le sentiment de surprise. Dans l'attente d'un trait, on est devant une tâche. Et lorsqu'on attend une tâche, on est surpris d'être devant un point. Cela est vrai autant pour les formes que pour le sujet et le contenu. Le poisson se métamorphose en oiseau et l'oiseau en faune. Cela dit, Clouzot, en dévoilant l'acte pictural, il le soumet à la durée en tant que caractéristique du plan cinématographique. La peinture est un art spatial et le cinéma est un art spatio-temporel. Le cinéma et par conséquent, le film injecte la durée dans la peinture. Et ainsi, il lui a permis de passer du discontinu au continu, des ébauches aux formes finales. Le film de Clouzot nous dévoile le spectacle en tant que tel. Alors, la fascination par le surgissement des formes libres à l'état naissant. C'est ce qu'a écrit André Bazin à propos de ce film. Selon Bazin, le film est certes un film documentaire, mais pas seulement, puisqu'il met l'accent sur la temporalité de l'œuvre picturale par deux biais cinématographiques, à savoir le montage et la prise de vue. André Bazin dit à ce sujet, le cinéma n'est pas une réalité préalable extérieure, elle est légitimement et intimement organisée en symbiose esthétique avec l'événement pictural. C'est selon un film bergsonien. Selon Bazin, le film de Clouzot est un film bergsonien. Donc, j'arrive au point où on peut poser la question, est-ce qu'il y a des courants artistiques dans l'histoire du cinéma? Tout en sachant que l'histoire de l'art a des courants artistiques très, très variés, très diversifiés. Est-ce que cela est le cas dans l'histoire du cinéma? On peut se poser la question, quel est l'impact des courants artistiques sur l'histoire du cinéma? S'il existe un tel impact, est-ce qu'il y a une compatibilité entre l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma? Compatibles. Les deux histoires sont divergentes. Depuis l'Antiquité à la modernité et la postmodernité. On peut avancer l'idée qu'il y a une imperméabilité entre les deux histoires, à savoir l'histoire du cinéma et l'histoire de l'art, surtout à l'art contemporain et l'éclatement des arts débiles, des courants artistiques sur l'histoire du cinéma. Il y a eu de l'impressionnisme dans le cinéma avec Jean Renoir et surtout dans son film Parti et la fille de l'idée dans le film de Murnau qui s'appelle Nosferatu. Donc, expressionnisme dans le cinéma, le cas Nosferatu. Cet expressionnisme se traduit par les caractéristiques suivantes. La déformation de la réalité, la charge émotionnelle très intense qui se dégage de ce genre de cinéma, une atmosphère d'angoisse et de folie et de peur à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, à la veille de l'ère de l'incertitude grandissante. C'est un symbolisme fort. Cela montre bien que la plasticité expressionniste est présente dans le film. Ce film s'inspire de l'expressionnisme et poétique de son époque, d'où son esthétique troublante, habitée par une hantise inexpliquée. Donc, l'art
l'histoire de l'art, bon, là, l'histoire de l'art, du cinéma, pardon, ne dépasse pas les 2 siècles, alors que l'histoire elle embrasse le 25e siècle. Donc, on peut conclure qu'à partir de cette courte histoire du cinéma, il a pu être développé des tendances et des courants inspirés des autres, des formes de l'art, tels l'impressionnisme, l'expressionnisme, le réalisme, le néo-réalisme, le réalisme poétique, etc. Il y a, comment dire, on peut dire qu'il y a des points communs entre l'histoire de l'art. Voilà en quelque sorte les choses que j'ai essayé de développer. Il me reste quelques petits points que je vais traiter d'une façon, voilà. Ce qui nous intéresse dans le rapport entre le cinéma et l'art, c'est qu'il y a des zones où on peut bien explorer les interstices, les recoupements, les affinités. Comment chacune d'elles, c'est-à-dire les formes d'image cinématographiques et picturales, s'invitent l'une à l'autre, comment le tableau s'invite à l'écran et vice-versa. Il y a des points communs entre les deux, à savoir le cadrage. Le cadrage, c'est la base dans les 2 régimes de l'art, que ce soit cinématographique ou pictural. Il y a aussi la composition, il y a aussi la prise de vue. Mais tout en sachant qu'il y a des différences entre les 2 régimes de l'image, à savoir la temporalité dans le premier régime, je viens de le dire, les costumes, les paysages, les portraits, les cadres, les perspectives, et tout ça, il est mis dans un bloc de temps et dans un bloc de durée, comme disait Gilles Deleuze. Il y a aussi la présence de la littérature, de la théâtralité dans le cinéma. Il suffit de constater qu'il y a une narration, il y a des mouvements et il y a une scénographie, il y a une dramaturgie, donc comme synthétique, comme art synthétique, de la littérature, de la théâtralité, de la dramaturgie, de la scénographie, du narratif, etc. Et en arrivant à la composante essentielle de cet art qui s'appelle septième, c'est la musique. Quelle est l'importance de la musique dans le cinéma? Elle n'est pas seulement une ornementation, un accompagnement, un accessoire, mais c'est un langage du son, du bruit, de musique qui joue un rôle important dans l'accentuation du rythme dramaturgique et qui fait écho à la psychologie intérieure des personnages. Voilà le cinéma comme art synthétique. Donc, il n'y a pas de frontière stable entre le cinéma et la peinture, entre le cinéma et les arts plastiques. Il y a toujours un va-et-vient, une hybridation, une interaction, une interrogation entre les deux. Et voilà, donc, il y a aussi, et cela est un constituant essentiel de l'image cinématographique, c'est qu'il a sa propre plasticité, tout en sachant que la plasticité, elle est
du mot latin, elle est inspirée du mot latin plasticus, qui signifie modeler, former. Les arts plastiques sont créés à partir de toutes sortes de matières. C'est en leur donnant des formes changeantes, en leur donnant des formes. C'est pour cela qu'on affirme que l'image cinématographique a sa propre plasticité. Bien sûr, cette plasticité se voit dans les constituants de l'image cinématographique, dans sa puissance à se transformer, à prendre de nouvelles formes. Et cela ne peut que confirmer la présence d'une plasticité du cinéma. Je pense que je vais mettre un point final à mon intervention tout en laissant la discussion continuer pour s'il y a une question, je peux répondre. Merci beaucoup. Riche, qui fait des constats justes et nécessaires. Effectivement, le langage, aussi bien de la peinture que du cinéma, c'est sans frontières. Il y a un dialogue, il y a un échange. Comme dirait M. Mancheri, c'est des partages, des présences, n'est-ce pas, des formes d'échanges multiples. Les contradictoires. Et effectivement, mais je voudrais te poser des enjeux. Mais selon vous, quels sont les enjeux finalement de cette espèce de bouillonnement à l'intérieur de cette réécriture finalement qui touche les images tout court en réalité. Ça concerne les images. Et comme tu le dis, la question se situe au niveau d'une histoire. Est-ce qu'on peut avoir une idée un petit peu sur les enjeux, et notamment les enjeux contemporains pour ce qui est de ce rapport multiple et multiforme entre peinture et cinéma en fait? Quels sont les enjeux? Tout à l'heure, avec M. Mancheri, effectivement, on a senti que cette idée de profanation est quelque chose de très, très fertile. C'est pas au sens immédiat de profanation, mais de redressement de ce qui tombe, de ce qui risque effectivement d'être ruine. Et le cinéma est une forme de résistance à ce niveau-là. La profanation, ce n'est pas une banalisation, ce n'est pas un nivellement, mais c'est un redressement, une espèce de lévitation, mais je dirais laïque quelque part. Quels sont selon toi effectivement les enjeux de ce bouillonnement, de cette espèce d'interface entre les deux? On n'entend pas. Ils sont multiples et complexes. Déjà, il y a des enjeux artistiques, premièrement, des enjeux esthétiques, c'est ce qui nous importe. Et les enjeux esthétiques, ça veut dire que le cinéma, si le cinéma se suffit de lui-même, il est mort. Et ce n'est pas étrange que dans les grandes écoles du cinéma, on y enseigne l'histoire de l'art. C'est important, très important. Dans nos écoles du cinéma au Maroc, il y a une totale absence de l'histoire de l'art, ou si elle est enseignée, elle n'est pas vraiment bien enseignée par des spécialistes, par des
tout le monde prétend qu'il sait ce que ça veut dire l'histoire de l'art, alors qu'ils ne savent rien dans l'histoire de l'art. Il faut être spécialiste, il faut être un grand chercheur, un grand lecteur des grands écrits, des grands écrits qu'on a écrits depuis Aristote jusqu'à maintenant. Voilà, donc il y a cet enjeu-là, un peu pédagogique, c'est que on doit essayer d'enseigner dans les écoles du cinéma chez nous, au Maroc, que le cinéma ne vit pas seul. Barricade hétéronome. Non, le cinéma se nourrit des art. Et un bon cinéaste, comment dire, c'est un grand regardeur des œuvres d'art, picturaux. C'est un grand savant de l'histoire de l'art. Il suffit de citer, par exemple, le cinéaste suédois Ingmar Bergman pour savoir à quel degré le savoir artistique est important. Il était essentiellement un dramaturge avant d'être un cinéaste. On le connaît bien. Et il avait sa propre troupe théâtrale. Et il a une grande expérience dans le théâtre. Et c'est pourquoi il a bien fait des films après, des chefs-d'œuvre qu'on sait. Et qui est pédagogique. Il y a des enjeux esthétiques. Parce que l'art en général, le cinéma en particulier, il y a un échange permanent entre les arts. Et il faut en être conscient. Il faut être conscient de cela. Sinon, on serait un pauvre critique du cinéma et non pas un bon critique du cinéma. Et vous voyez comment la nouvelle vague a donné une grande importance à cet enchevêtrement entre les différentes formes graphiques. Il y a un peu de tout. Et c'est pourquoi ils nous ont émerveillés. Les cinéastes de la nouvelle vague nous ont émerveillés de leur courage, de leur courage de faire un cinéma qui s'adresse à la conscience des gens et non pas aux instincts des gens. Et c'est ça, je pense, parce que en direct ou indirect, il est préférable de le faire en indirectement. C'est de celle des autres régimes d'image. Même l'image publicitaire, on peut l'employer dans le cinéma pour la critiquer, pour la renverser. Donc pourquoi on aura peur de l'image publicitaire ou de l'image picturale? Non. Il faut oser dans le cinéma. Merci. Oui, tu parlais des instincts, en fait, du corps, etc., de ce rapport. Oui, il y a un certain rapport au corps dans le cinéma dominant. Et je voudrais reposer le problème autrement avec Monsieur Luc Vanchéry et à propos de l'humanité, justement. Je rappelle que dans son livre Peinture et cinéma, la partie réservée à l'humanité porte un titre, à mon sens,
très subtile et très symptomatique de cette relation justement au corps, à l'origine, à la sexualité, etc. Alors, il y a, comme intitulé de cette partie, je rappelle, puisque le propos porte sur l'humanité en grande partie, tout à l'heure, il a parlé beaucoup de l'humanité, de Bruno Dumont, l'origine ou l'écran de la peinture. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important, et j'invite M. Vanchery, pour revenir sur ce titre, l'origine. D'abord, c'est certainement une référence à la toile de Courbet, hein. Mais la référence, elle est implicite, si je puis dire. Pour vous laissez de côté la question de l'origine du monde, et il me semble que vous parlez beaucoup plus de l'origine, je dirais, du cinéma et de la peinture en réalité. Ce qui est en jeu dans le film de Dumont, c'est beaucoup plus un état de cinéma, un état de peinture, beaucoup plus qu'un état du monde en réalité. Il n'est pas dans cette espèce de téléologie en fait, ou de théologie première, mais dans un questionnement qui fusionne art. D'ailleurs, il est question d'une affaire d'art. Il est en fait passionné de peinture, l'inspecteur, et il est question aussi de société, d'un crime, n'est-ce pas? Alors, cette association entre société, art, peinture et cinéma, au-delà de toute origine localisée, de toute origine finalement prise au sens univoque du terme. Vous faites en fait éclater, je pense que il y a un, si la question est claire. Bien sûr, c'est une question qui recèle plusieurs aspects. Alors, pour essayer de revenir à Bruno Dumont, mais on peut s'en écarter ensuite, il me semble que ce qui est intéressant avec ce film, dont il faut prendre le titre à la lettre, c'est parce que c'est au fond quelqu'un qui, si vous voulez, on peut considérer qu'il y a des cinéastes qui s'intéressent au social ou réaliser, s'intéresse, c'est un nom d'origine. Et l'enfant que ce jeune personnage, Samia, porte au début du film, puisqu'elle est enceinte et ensuite va accoucher, au fond, elle va accoucher d'un espoir qui est en même temps, je dirais, une utopie politique pour une société marocaine de demain. Donc on voit, si vous voulez, qu'il y a des cinéastes qui s'intéressent à la question sociale et qui, dans le film de Touzani, Adam, se trouve allégorisé. C'est une espèce de métaphore d'une société à laquelle on promet un avenir, ou en tout cas, le cinéma se passe du cinéma de John Ford que les communautés du cinéma de Bellatar ou de Sharunas Vartas. Et enfin, il me semble que le projet de Bruno Dumont, c'était de finalement essayer de repenser l'homme bien dans sa condition originelle. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Et la réponse à laquelle va nous donner, la réponse que va nous donner Bruno Dumont, il la donne ou il la pose en cinéaste, mais c'est un cinéaste qui est d'abord passé par la philosophie. Vous savez qu'il a d'abord été philosophe, enseignant de philosophie. Il arrive au cinéma assez tard, il a la quarantaine, il en est à son deuxième long métrage, et on sent que finalement,
il a une position sur l'homme qui est d'abord une position morale, et cette morale, au fond, on peut la relire depuis Aristote jusqu'à Kant, et c'est pour ça, finalement, que la question du crime lui est... Le personnage, Freddy, qui a tué Kader, ne devient humain qu'à partir du moment où il a conscience de son crime. Voilà. Donc, le crime, c'est à la fois ce qui le rend inhumain et la conscience qu'il finit par en avoir, c'est ce qui le réintègre dans l'humanité. Alors, bon, cette pensée chez Bruno Dumont, une pensée qu'on dira, pour faire vite, mystique. Et ce mysticisme de la pensée de Bruno Dumont, on va le retrouver dans le dernier film, hein, les deux Jeanne d'Arc qui sont empruntées au mystère de la charité de Charles Péguy, où d'ailleurs le lien entre esthétique, mystique et politique se fait. Voilà. Donc si je voulais répondre rapidement à votre question, je dirais effectivement que ce retour... cette interrogation portée sur l'humanité, la réponse morale qu'il lui adresse, au fond, il se donne lui aussi un point de départ qu'il va chercher dans la peinture en se tournant vers un peintre réaliste. Au fond, Gustave Courbet, le tableau « L'origine du monde » est à la fois repris, je dirais littéralement, puisqu'il filme sur le corps de Domino, le personnage féminin, une nouvelle origine du monde, mais cette origine du monde, elle est d'abord affectée d'un coefficient moral. C'est que la peinture joue le rôle d'une deuxième origine, puisqu'en effet, comme ça vient d'être dit tout à l'heure, la peinture, mais pas seulement, mais la peinture a joué le rôle d'une origine possible pour le cinéma. Et on a bien vu finalement que les avant-gardes qui vont dès les années 1910, et au fond des années 10 jusqu'au milieu des années 20, ont bien compris que c'est autour de la peinture que l'avenir du cinéma pouvait se jouer. Et Canudo a été un artisan essentiel dans la construction d'une mythologie cinématographique. Et je voudrais juste donner une petite précision avant de vous rendre la parole. C'est qu'on a retenu, si vous voulez, l'idée que le cinéma est un 7e art. On a oublié deux choses. On a oublié que avant que Canudo, en 1919, nous dise « le cinéma est un 7e art », reprenant une idée qui était déjà là chez Schopenhauer, voire un petit peu avant chez Charles Batteux, qu'il y avait, au fond, on était en attente d'un art qui viendrait se donner comme la synthèse de tous les arts. On a espéré que l'opéra de Wagner pouvait jouer ce rôle. L'opéra, finalement, n'a pas réussi à le faire et c'est le cinéma qui va le faire. Mais avant 1919, de manière tout à fait paradoxale, en 1908 et 1911, Canudo a écrit 2 textes dans lesquels il soutient que le cinéma n'est pas le 7e art, mais seulement le 6e. C'est-à-dire que pour que ça devienne le 7e art, il a fallu qu'il ajoute un art qui était précisément refusé par Schopenhauer et par Hegel, à savoir la danse. Mais précisément parce qu'il voulait équilibrer les arts du temps et les arts de l'espace, qu'il y ait 3 arts de l'espace, l'architecture, la peinture et l'architecture, la sculpture et la peinture, et 3 arts du temps, la poésie, la musique et la danse. Donc on voit, si vous voulez, que cette manière de reprendre la théorie des beaux-arts n'a été possible qu'en la trahissant, puisqu'il a fallu finalement ajouter un art qu'on ne reconnaissait pas, ceux qui avaient créé le système des beaux-arts. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui me paraît très important, c'est qu'au moment où on ajoute un art, le cinéma, aux beaux-arts, c'est précisément le moment où les avant-gardes luttent contre les beaux-arts. C'est-à-dire que tout le travail des avant-gardes, que ce soit les expressionnistes, que ce soit les surréalistes, que ce soit les dadaïstes ou les futuristes italiens ou russes, l'essentiel de la pensée esthétique des avant-gardes s'est fait contre les beaux-arts. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on oublie très souvent, c'est qu'il y a eu une lutte entre des avant-gardes et que c'est paradoxalement quelqu'un qui était minoritaire dans les années 20
Ricciotto Canudo, et qui défendait finalement une conception relativement conservatrice, qui a fini par l'emporter, alors que si on regarde bien ce que nous disent les textes de Marinetti, les textes dadaïstes, on se rend compte au fond que les gens ne voulaient surtout pas que le cinéma rejoigne les beaux-arts, précisément parce qu'on voulait que le cinéma devienne l'art de demain, un art d'avant-garde, et si le cinéma était un avant-garde, précisément, il devait rompre avec cette vieille tradition des beaux-arts. Donc, c'est-à-dire que la question de l'origine que vous posiez, elle s'est posée dans les années 20, et paradoxalement, c'est la solution la plus conservatrice qu'il a emportée en établissant une filiation entre la tradition des beaux-arts et le cinéma dans laquelle le cinéma venait s'inscrire, alors que les avant-gardes les plus radicales voulaient rompre ce lien pour finalement recréer ex nihilo à la fois un art d'avant-garde et à la fois un cinéma qui se serait donné une origine, mais indépendante de cette longue tradition. Souvenez-vous finalement du manifeste futuriste de 1912, où on voulait jeter les beaux-arts par dehors le paquebot de la modernité. Ça en dit long, si vous voulez, sur cette idée que l'origine du cinéma a très tôt était l'objet de querelles, de débats, de discussions dans les avant-gardes qui n'ont pas, au fond, tout été d'accord sur sur l'origine du cinéma et surtout sur son avenir. Ma question s'adresse maintenant à M. Pons. Una cuestión en español. De acuerdo. De acuerdo. No hay interprétation, il n'y a plus de traducteur. Je vais poser une question en espagnol, dans la mesure du posible, al señor Pons. Quiero preguntarle a usted sobre un cineasta, Víctor Erice, que me parece muy interesante desde el punto de vista político, pero sobre todo estético. Sí. ¿Cuál es vuestra posición en frente de este cineasta desde el punto de vista pedagógico? ¿Cómo es que se puede enseñar este tipo de escritura cinematográfica? Sí, muy bien, muchas gracias. Víctor Erice es un cineasta español muy peculiar. Yo diría que es un caso único, un caso especial, porque en primer lugar es un cineasta que a finales de los 60, principios de los 70, empieza, una vez que sale de la Escuela Oficial de Cine, empieza a hacer algunos trabajos, pero realmente si hablamos de largometrajes solamente ha hecho 3 largometrajes, solo ha hecho 3 películas a lo largo de su vida, que son El espíritu de la colmena, El sur y El sol del membrillo, que la he citado en mi intervención. Desde mi punto de vista se trata de un cineasta con el que se identifica muy bien con la idea del cine como poesía. Sí. Es un cineasta que transmite fundamentalmente sensaciones, y sus 3 películas o los 2 largometrajes de ficción son unos auténticas poemas cinematográficos. El sur es una pena porque, siendo una película magnífica, el productor, Elías Querejeta, cortó la producción a la mitad. Entonces, tal como estaba prevista esa película, tenía, digamos, 2 partes claramente. Fundamentalmente la historia es narrada a través del punto de vista de una niña que se va haciendo mayor, va conociendo la problemática de su familia. El padre tiene problemas vinculados a su posición en la Guerra Civil Española. Y luego tiene una segunda parte, una continuidad que transcurre en el sur, que es donde es parte de la familia de la abuela de la niña.
Entonces, esa parte el productor, como digo, cortó la producción y es una pena porque El Sur es una obra de arte, pero una obra de arte partida por la mitad. A mí eso me generó en su momento mucha pena. Y como he comentado también antes, el tercer largometraje, El Sol del Membrillo, es una reflexión, entiendo que también en clave poética, analizando la relación entre cine y pintura a través de cómo se puede plasmar el tiempo a través de un cuadro que el pintor Antonio López va elaborando sobre un árbol del membrillo, un membrillero que tiene él en el jardín de su casa, y cómo el cuadro va evolucionando, va cambiando en función de que el árbol, el membrillero, a lo largo del tiempo que va pasando, pues el fruto va cambiando, se va modificando, etcétera, etcétera. Entonces me parece un cineasta de primera línea y que desgraciadamente pues hoy día se tiene que ganar la vida haciendo publicidad, haciendo anuncios, porque no se le apoya en proyectos que él tiene. Quería aprovechar, si me permite el moderador, para hacer y entiendo que puede ser una de las conclusiones de este coloquio, apoyar la propuesta que ha hecho el profesor Abdelali Mazouz en relación a la importancia que tiene la formación, la enseñanza del cine. Creo que tiene muchísima razón. Y además creo que festivales como este en el que estamos participando contribuyen a ese conocimiento, a esa difusión del cine. Me preocupa mucho, como he dicho en mi intervención, la transformación que está sufriendo el cine desde un punto de vista de producción, desde un punto de vista económico. La entrada de las plataformas como Netflix, como Amazon Prime, que creo que están influyendo en que el cine sea cada vez más comercial, sea de menos calidad, y me parece importante, por un lado, apoyar a los auténticos creadores cinematográficos y, por otro lado, y está creo relacionado, la formación, la enseñanza del cine a las nuevas generaciones. Yo imparto clase en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, en la que formamos a los futuros profesores. Y en mi asignatura, Tecnología Educativa, me resulta triste cuando estos estudiantes llegan, entran en la universidad, entran en la facultad y no saben apenas nada sobre cine. No saben quién es Alfred Hitchcock, no saben quién es Michelangelo Antonioni, que se ha citado aquí, no saben nada de la Nouvelle Vague, y esto me parece una pena y deberíamos de tratar de hacer todo lo posible para que el cine se pueda estudiar, se pueda investigar, se pueda trabajar sobre un arte, en definitiva, es un arte, pero que personalmente muestro mi preocupación por su futuro, tal como está, digamos, transcurriendo un poco la evolución. Muchas gracias. Gracias a usted. La idea es muy interesante. Quiero decir que una propuesta del señor Vancheri que dice que el cine es el último conservatorio de la pintura y del arte. Vous m'avez compris, Monsieur Vancheri. Il a une idée géniale de dire tout simplement... Sí, es una idea muy interesante. Voilà, c'est le dernier conservatoire de la peinture. Et effectivement, une pédagogie future devrait se fonder sur le cinéma désormais. Et c'est dans ce sens-là que la question des avant-gardes qui se sont attaqués un petit peu aux beaux-arts, je crois qu'ils ont entrepris ce travail de déconstruction des beaux-arts dans ce sens. C'est pour permettre, je pense, l'avènement du cinéma comme un lieu d'expérimentation. Et c'est encore une idée géniale de Vancheri. C'est l'idée que, effectivement, le cinéma est un lieu d'expérimentation pédagogique, politique,
vous parlez vous-même, Monsieur Pons, hablas usted de la idea que la pedagogía social es una experiencia. Me parece que es la última palabra de nuestro coloquio. Je vous remercie infiniment pour votre participation, à vous trois, donc, et je pense que nous avons ouvert des chantiers sur lesquels il faudrait qu'on revienne en présentiel cette fois-ci. Encore une fois, merci. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci à vous pour Merci cette à vous. invitation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au Une revoir. bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.